Mobilité. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, déposée par le groupe Nouvelle Gauche et inscrite à l'ordre du jour de la séance. Comme l'a souligné le rapporteur Serge Letchimy, ce texte est d'intérêt public au vu de la situation particulièrement sensible dans laquelle se trouvent les départements et régions d'outre-mer. Les successions non réglées aboutissent à des indivisions le plus souvent non gérées. Une part qui n'a rien de négligeable du foncier de ces territoires s'en trouve ainsi paralysée et en déshérence. C'est cette réalité, particulièrement dommageable au développement de ces territoires, que la proposition de loi entend prendre en compte et traiter. En substance, il s'agit pour ces indivisions qui durent depuis souvent plusieurs générations et qui concernent parfois des centaines d'indivisaires, de permettre à la majorité d'entre eux, dès lors qu'ils se sont mis d'accord, de mettre en œuvre une solution au blocage par la vente ou le partage des biens. Le sujet est donc sensible et mérite qu'on s'y arrête. Il est sensible juridiquement parce qu'il écorne le droit de propriété qui est inscrit dans notre Constitution. Il est sensible parce qu'il parle de situations profondément humaines, où les attaches familiales croisent le rapport à la terre, le déracinement et la complexité des descendances. Et il mérite qu'on s'y arrête parce que cette réalité impacte près de 40% du foncier de ces territoires insulaires où le foncier est par nature limité. Elle provoque sur les biens considérés de nombreux désordres. Le groupe La République En Marche s'associe au projet, moyennant quelques réserves que je vais soulever un peu après, car il répond en effet à une réalité incontournable dont l'analyse fait consensus et dont chacun comprend les conséquences. Notre groupe s'associe à ce projet aussi et surtout parce qu'il apporte une réponse pratique, opérationnelle, d'aucuns diront pragmatique, à cette réalité. Revenons un temps à cette réalité. Je veux saluer ici le travail remarquable de notre rapporteur et aussi celui accompli par le Sénat, sous la houlette du sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Solihi, membre du groupe La République En Marche. Encore une fois, les problèmes de succession et d'indivision bloquent en moyenne 40% du foncier. Mais il ne s'agit que d'une moyenne. Le gel de la moitié du foncier est fréquent et peut atteindre les 3/4 d'un territoire. La première conséquence, et peut-être la principale, c'est un blocage de l'aménagement de ces territoires. Comment reconstituer le tissu urbain et l'adapter aux nécessités du temps lorsque le moindre coup de pioche est susceptible de provoquer un contentieux? Se posent également des difficultés d'ordre public, dans la mesure où les biens laissés en déshérence peuvent poser des problèmes de sécurité, mais également de troubles sociaux lorsqu'il faut en déloger des résidents illicites, ou encore des menaces sanitaires quand les réseaux ne sont pas entretenus. Parler de la terre autour de laquelle se nouent des relations familiales complexes, c'est aussi évoquer le recours à la justice et à une forme de brutalité qu'on ne doit pas manquer de prendre en compte lorsqu'on poursuit les 3 objectifs de ce texte. Nous parlons d'abord d'humanité. Ces biens sont souvent occupés par des indivisaires, avec des accords parfois tacites, parfois formels, parfois inexistants des autres indivisaires. Les occupants n'ont ni les moyens de rajouter leur part aux autres protagonistes, ni même d'entretenir le patrimoine. Parfois encore, étalés sur plusieurs générations et parfois des milliers de kilomètres, certains héritiers sont tout simplement inconnus. La seule issue est souvent le tribunal, c'est-à-dire un conflit familial en rupture avec les pratiques sociales et culturelles de ces territoires. Il s'agit donc de clarifier et de pacifier des conflits familiaux qui perdurent parfois depuis des générations, du fait parfois aussi de la mauvaise volonté de certains, mais souvent parce que les personnes concernées sont réellement démunies face à la situation. Il s'agit ensuite de mettre fin au désordre public que j'ai évoqué, occupation illicite ou réseaux sanitaires hors d'usage, qui font que des quartiers entiers se nécrosent, faute d'aménagement et d'entretien, jusqu'à devenir, sinon des zones de non-droit, du moins des zones en marge de la société. Il s'agit enfin de faire droit au nécessaire aménagement du territoire.
l'outre-mer n'échappe pas à l'exigence du pays de redéfinir son espace urbain. L'exiguïté insulaire renforce même les nécessités de mener à bien de telles redéfinitions. Reconstruire la ville sur la ville, l'adapter aux nouvelles populations, renforcer son attractivité et son efficacité au regard des mutations sociales, environnementales, sanitaires et technologiques demande une pleine capacité à intervenir sur le foncier. Le gouvernement entend provoquer un choc d'offres en matière de logement par le projet de loi ÉLAN, dont nous aurons à discuter au printemps. Je souscris à ce terme particulièrement pertinent dans la situation qui est la nôtre. C'est bien un choc quantitatif et qualitatif que nous devons déclencher sur tous les territoires du pays. Et concernant les outre-mer, comment envisager en effet de loger correctement une population en constante évolution lorsque près de la moitié d'un territoire est littéralement figé? La proposition de loi a été votée à l'unanimité en commission le 10 janvier dernier, ce dont je me félicite. Cependant, j'avais émis 3 réserves que je tiens à vous exposer. Si nous approuvons entièrement ces objectifs, comme je l'ai rappelé en commission, le texte qui les porte doit être opérationnel et solide. Il y a une forme de dialectique, de l'audace et de la sécurité. On peut parfaitement élaborer un texte qui contienne les dispositifs les plus sécurisés qui soient, mais s'apercevoir, au bout d'un moment, qu'ils ne font rien bouger. Face à une réalité complexe dans laquelle, par exemple, 3 familles revendiquent le même terrain, au nom du droit ou de l'histoire familiale, ne s'en remettre qu'au droit tel qu'il est aujourd'hui, c'est voué à l'échec. La loi doit non seulement être opérationnelle, mais elle doit aussi être solide. En d'autres termes, respecter la Constitution. Sans être paralysés par la peur du Conseil constitutionnel, nous estimons qu'il n'est pas utile de voter des textes de loi lorsque l'on sait aller dans le mur. Je ne méconnais pas l'article 73 et les adaptations qu'il permet pour l'outre-mer. Pour autant, si nous voulons produire une loi opérationnelle, la première des conditions est qu'elle survive à une éventuelle censure du Conseil constitutionnel ou, plus tard, à une éventuelle QPC. Monsieur le rapporteur en est lui-même conscient en prenant la précaution de s'en tenir d'abord à une période de 10 ans afin de pouvoir évaluer ensuite la situation pour confirmer ou réorienter les dispositifs mis en place. En effet, les mesures que vous proposez apparaissent efficaces, mais elles se heurtent au fait qu'elles peuvent tordre le bras à des indivisaires minoritaires qui sont potentiellement prioritaires. Il s'agit donc d'accommoder le droit de propriété. Cela demande quelques précautions et, comme le veut notre droit fondamental, obéir à une notion de proportionnalité. Obliger un propriétaire, même indivisaire, à disposer d'un bien est une contrainte. Or, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en plaigne, la propriété, c'est aussi le droit de ne rien faire d'un bien que l'on possède. Contraindre les propriétaires nécessite donc que l'on puisse arguer d'un intérêt public évident. La première question tient à la personne susceptible de prendre l'initiative de la saisine du juge en cas de contestation d'un accord intervenu. Vous proposez que cette initiative revienne à celui qui en contesterait l'accord. À l'inverse, nous considérons qu'elle peut échoir à la partie ayant demandé la dérogation au droit commun, dans le cas où cette dérogation serait contestée. Nous suivrons donc le gouvernement en la matière. La deuxième réserve tient à la publicité, qui en l'occurrence n'a rien d'anecdotique, car dans les faits, il s'agit de savoir comment repérer des indivisaires qui seraient inconnus et qui n'auraient pas conscience de l'être eux-mêmes et d'avoir à traiter de cette affaire. Là aussi, c'est garantir le respect du droit de propriété que de faire en sorte qu'ils soient au mieux informés. La dernière réserve tient à la notion de partage. Il y a une forme d'ambiguïté dans la rédaction du texte, nous en avons parlé, sur le sens de cette notion. On peut l'interpréter comme l'aval du processus de vente au moment de la liquidation de la succession. Nous savons qu'il s'agit pour vous de parler essentiellement d'allotissement, c'est-à-dire de la capacité à partager pratiquement un bien. C'est en effet nécessaire, sauf à déplacer le problème. Simplifier la vente d'un bien et faire en sorte qu'ensuite on ait à déloger celui qui l'occupe depuis parfois des années, c'est simplement déplacer le problème et ce n'est pas trouver une solution sereine au problème qui est posé. Nous considérons donc que ce texte doit être précisé. Selon nous, il convient de prendre en compte les situations dans lesquelles le bien doit être divisé, ce qui implique de considérer l'aspect constitutionnel du dispositif. Nous souhaitons que nos débats et les navettes parlementaires permettent de préciser les choses. Je me félicite que depuis la commission, le dialogue poursuivi entre le gouvernement, le rapporteur et les commissaires aux lois ait permis de s'accorder sur de nombreux points. Des amendements vont être présentés, à la suite duquel notre groupe votera naturellement en faveur de ce texte. Nous n'aurons pas tout réglé, mais nous aurons émis un signal majeur qui témoignera que les Outre-mer, sous l'impulsion de leurs élus, avec le soutien de la Nation, ont décidé de résoudre, pour le bien de tous, ce problème majeur. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à monsieur Mansour Kamardine.